Dans le Nantes de 1801, Jacques Beauvais n'est qu'un enfant esclave de 10 ans aux mains calleuses et aux yeux trop brillants. Mais quand il corrige mentalement les erreurs d'un comptable dans les registres de son maître, son talent extraordinaire pour les nombres se révèle au grand jour. Ce qui devait être un don devient rapidement une malédiction. Les puissants banquiers de la ville découvrent qu'un enfant noir comprend leur manipulation financière mieux qu'eux-mêmes. Entre l'exploitation de son génie et la terreur de ceux qui veulent le faire taire à jamais, Jacques devra trouver un moyen de survivre dans un monde où son intelligence même est devenue sa plus grande menace. Avant de savoir le dénouement de cette histoire passionnante, abonnez-vous à la chaîne pour suivre de nouvelles histoires qui émeuvent, inspirent et transforment. Chapitre 2. Les jours suivants transformèrent radicalement la vie de Jacques. Retiré des tâches domestiques ordinaires, il fut installé dans un petit bureau adjacent à celui de Valmont, où on lui apportait registre après registre à vérifier. Son maître l'observait avec une fascination croissante, testant constamment les limites de ses capacités mathématiques extraordinaires. Et Jacques découvrait chaque jour qu'il n'y avait apparemment aucune limite à ce que son esprit pouvait calculer. « C'est surnaturel », murmurait Valmont en le regardant résoudre mentalement des problèmes comptables complexes. « Tu dois être touché par quelque chose de divin, ou de diabolique. » Mais cette nouvelle position attirait aussi l'hostilité. Moreau le regardait avec une haine mal dissimulée. Les autres employés chuchotaient dans son dos. Et pire encore, la nouvelle commençait à se répandre malgré les ordres de silence de Valmont. Les domestiques parlaient. Les visiteurs entendaient. Les rumeurs circulaient dans les cercles commerciaux de Nantes. Valmont possédait un esclave enfant capable de prodiges mathématiques. Un matin de novembre, 3 hommes se présentèrent à la demeure sans invitation. M. Christophe Arnaud, M. Philippe Maréchal et M. Julien Tessier, tous 3 banquiers éminents de la ville, exigèrent de voir Valmont immédiatement. Jacques, qui nettoyait justement le hall d'entrée, sentit immédiatement le danger dans le regard dur. Valmont, commença Arnaud sans préambule quand ils furent dans le bureau, nous avons entendu des histoires troublantes. Un enfant esclave qui calcule mieux que des comptables professionnels? C'est ridicule, bien sûr, mais nous devons vérifier. Ces histoires sont exagérées, répondit Valmont prudemment. De simples rumeurs de domestiques qui... Nous voulons le voir, coupa Maréchal, un homme corpulent au visage rougeau. Si ce n'est que des rumeurs, prouvez-le. Sinon, nous commencerons à nous demander ce que vous cachez. Piégé, Valmont fit venir Jacques. L'enfant entra, pieds nus, vêtu de haillons propres mais rapiécés, les yeux baissés dans une attitude de soumission parfaite. Les 3 banquiers l'examinèrent comme on examine un animal curieux. « C'est lui » demanda Tessier avec dédain. « Un gamin noir qui prétend comprendre les mathématiques ? Valmont, vous perdez la raison. »« Testons-le » suggéra Arnaud en sortant un carnet. « Garçon, combien faut 1247 plus 3863 ?»« 5110, monsieur, » répondit Jacques immédiatement. Les 3 hommes vérifièrent. Exact. Ils échangèrent des regards troublés. Pendant l'heure suivante, ils bombardèrent Jacques de problèmes de plus en plus complexes. Addition, soustraction, multiplication, division, calcul d'intérêt, conversion de devises. Jacques répondait à chacun instantanément, sans erreur. Le silence qui s'installa finalement était lourd de tension. Arnaud fut le premier à parler, sa voix étrangement calme. « C'est impossible. Aucun être humain ne peut calculer aussi vite, aussi précisément. Surtout pas un enfant sans éducation. » Pourtant, vous l'avez vu de vos propres yeux, dit Valmont, incapable de cacher une certaine fierté. Nous avons vu quelque chose d'anormal, de dangereux. Maréchal se leva brusquement. Valmont, réfléchissez. Si cet enfant peut détecter les erreurs instantanément, il peut aussi détecter les irrégularités intentionnelles, les manipulations subtiles que nous tous, dans nos professions, devons parfois faire. Vous voulez dire les fraudes, dit Jacques doucement, avant de pouvoir se retenir. Le silence devint glacial. Maréchal se tourna lentement vers l'enfant, ses yeux rétrécis de rage. « Qu'as-tu dit, esclave ?»« Rien, monsieur. Pardonnez-moi. »« Non, répète. Tu as dit fraude. »« Tu oses nous accuser ?»« Je n'accuse personne, monsieur, » répondit Jacques, terrifié. « Mais les chiffres, ils ne mentent jamais. Quand quelque chose ne correspond pas, je le vois. Je ne peux pas ne pas le voir. » Tessier éclata d'un rire sans humour. « Vous entendez ça, Valmont? Votre petit génie peut voir nos irrégularités. Savez-vous ce que cela signifie? Il est une menace pour chacun d'entre nous, pour tout le système financier de cette ville. »« C'est un enfant de 10 ans, » protesta Valmont. « Il ne comprend même pas ce qu'il voit. »
Il comprend les chiffres, répliqua Arnaud froidement. Et dans notre monde, les chiffres sont tout. Imaginez s'il tombait entre les mains d'un concurrent, ou d'un inspecteur du gouvernement. Ou pire, s'il apprenait à utiliser son don contre nous. Maréchal s'approcha de Valmont, sa voix devenant menaçante. Nous vous offrons 2000 livres pour cet esclave. Nous nous occuperons de lui discrètement. Jacques sentit son sang se glacer. Se occuper discrètement ne pouvait signifier qu'une chose, sa disparition. Valmont, à sa grande surprise, refusa fermement. Jacques n'est pas à vendre. Il m'est trop utile. Alors gardez-le enfermé, siffla Tessier. Loin des registres, loin des chiffres, loin de tout ce qui pourrait nous compromettre. Sinon, nous serons obligés de prendre des mesures pour protéger nos intérêts. Quand les 3 banquiers partirent, Valmont resta longtemps silencieux, fixant Jacques avec une expression troublée. Finalement, il dit « Tu as entendu, garçon, tu es devenu dangereux, trop intelligent pour ton propre bien. Je ne veux être dangereux pour personne, maître. Je veux juste... » « Quoi? Être libre? Utiliser ton don? » Valmont secoua la tête. « Ton don est ta malédiction, Jacques. Et maintenant, c'est aussi la mienne. » Cette nuit-là, Jacques fut transféré dans une petite chambre verrouillée au grenier, loin des bureaux et des registres. Sa brève ascension était terminée. Chapitre 3. Les semaines dans le grenier furent les plus sombres de la vie de Jacques. Isolé, privé des chiffres qui donnaient sang à son existence, il sentait son esprit se flétrir comme une plante sans lumière. On lui apportait de la nourriture 1 fois par jour, on vidait son seau d'aisance, mais personne ne lui parlait. Il était devenu un secret embarrassant qu'on cachait. Mais Jacques n'était pas seul dans son malheur. Dans la chambre adjacente, séparée seulement par une cloison mince, vivait Rose, une jeune servante de 17 ans, fille d'une ancienne esclave affranchie. Elle travaillait comme couturière pour Madame Valmont et avait été reléguée au grenier pour une faute mineure. Un soir, elle murmura à travers la cloison. « Tu es Jacques, n'est-ce pas? Le garçon aux chiffres magiques. »« Ce n'est pas de la magie, répondit Jacques doucement. C'est juste comment mon esprit fonctionne. »« Pourquoi t'ont-ils enfermé ici? »« Parce que je suis dangereux. Parce que je vois des choses que je ne devrais pas voir. » Rose resta silencieuse un moment. « Moi, ils m'ont enfermé parce que j'ai osé dire à Madame Valmont que sa comptabilité personnelle était incorrecte. Apparemment, une servante n'a pas le droit de corriger sa maîtresse, même quand elle a raison. Tu sais compter aussi? Ma mère m'a appris. Elle disait qu'une femme noire libre devait savoir lire, écrire et compter pour survivre dans ce monde. » Elle hésita. « Jacques, si tu es vraiment aussi doué qu'on le dit, tu pourrais peut-être m'aider. »« Comment? » ?»« Ma mère est malade. Elle a besoin de médicaments coûteux. J'ai économisé pendant des années, mais Madame Valmont me vole une partie de mes gages. Je suis certaine qu'elle manipule les comptes pour me payer moins que ce qui m'est dû. Mais je ne peux pas le prouver. » Jacques sentit quelque chose s'éveiller en lui. Un but. Si tu peux me procurer les registres de gages, je peux les vérifier. Je peux trouver où sont tes économies volées. Ce fut le début d'une alliance secrète. Rose, profitant de ses tâches de couture qu'il amenait parfois dans différentes parties de la maison, réussit à accéder au registre de gages des domestiques. Elle les copiait laborieusement à la lueur d'une bougie, puis les glissait sous la porte de Jacques. Et Jacques découvrit l'horreur. Madame Valmont ne volait pas seulement Rose, mais pratiquement tous les domestiques. Des petites sommes ici et là, jamais assez pour être immédiatement remarquées, mais qui s'accumulaient en centaines de livres sur les années. C'était un vol systématique, minutieusement dissimulé dans des comptes complexes. « Tu avais raison, » dit Jacques à Rose. « Sur 3 ans, elle t'a volé 62 livres. Assez pour payer les médicaments de ta mère pendant 6 mois. Comment puis-je le prouver? Qui me croira? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si quelqu'un de puissant voyait ces registres, comprenait les manipulations. Mais qui? Les banquiers qui te craignent? Valmont qui nous garde prisonniers. » Jacques réfléchit intensément. Il y a quelqu'un, le préfet. Il fait des inspections régulières des grandes maisons de commerce pour vérifier la conformité fiscale. Si nous pouvions lui faire parvenir ces preuves. C'était un plan désespéré et dangereux, mais c'était leur seule chance. Rose utilisa ses contacts avec les autres domestiques pour apprendre que le préfet Beaufort visiterait la demeure Valmont dans 2 semaines pour l'inspection annuelle. Jacques, pendant ce temps, prépara un document détaillant toutes les irrégularités qu'il avait détectées, non seulement dans les gages des domestiques, mais aussi dans les registres commerciaux qu'il avait mémorisés avant son enfermement. Le jour de la visite, Rose réussit l'impossible.
Déguisée en servante portant du thé, elle s'arrangea pour renverser accidentellement le plateau sur le préfet dans le couloir. Dans la confusion, elle glissa le document de Jacques dans la poche de sa veste avec une note. De la part de ceux qui ne peuvent pas parler. Vérifiez les registres. Le préfet Beaufort, un homme rigoureux de 60 ans, trouva le document le soir même. Ce qui le troubla profondément. Des accusations détaillées, soutenues par des calculs précis. Trop précis pour être inventés. 3 jours plus tard, il revint avec 2 inspecteurs et exigea de voir tous les registres. Valmont, pris au dépourvu, ne put refuser. L'inspection dura 2 jours. Et chaque irrégularité mentionnée dans le document de Jacques fut confirmée. Madame Valmont fut accusée de vol et condamnée à rembourser les domestiques volés. Valmont lui-même fut lourdement amendé pour négligence et complicité. Et le préfet exigea de savoir qui avait préparé le document d'accusation si précis. C'est ainsi que Jacques fut libéré de son grenier et amené devant Beaufort. Chapitre 4. Le bureau du préfet Beaufort dans l'hôtel de la préfecture était sobre mais impressionnant, avec ses hautes fenêtres donnant sur la Loire et ses bibliothèques remplies de codes juridiques. Jacques, sale et maigre après des semaines au grenier, se tenait debout devant le grand bureau d'acajou, tremblant légèrement. Rose était là aussi, nerveuse mais courageuse. Beaufort les observait avec une intensité perçante, le document de Jacques étalé devant lui. « C'est toi qui as écrit cela ? Un enfant de 10 ans a produit cette analyse financière. » « Je ne sais pas écrire, Excellence, » répondit Jacques honnêtement. « J'ai dicté à Rose. Mais les calculs, oui, ce sont les miens. » « Prouve-le. » Beaufort ouvrit un registre au hasard. Page 43. « Dis-moi s'il y a des erreurs. » Jacques regarda la page pendant quelques secondes seulement. Ligne 17, le report est incorrect. Vous avez écrit 362 au lieu de 326. Ligne 24, l'addition est fausse, le total devrait être 1812, pas 1882. Et la colonne entière du mois d'avril manque dans le calcul total annuel. Beaufort vérifia minutieusement. Chaque erreur était exacte. Il se laissa tomber dans son fauteuil, stupéfait. « Mon Dieu, les rumeurs ne sont pas exagérées. Tu es vraiment un prodige. » « Je suis un esclave, Excellence. Un esclave dangereux, apparemment. » « Dangereux pour qui ? Pour les malhonnêtes, certainement. » Beaufort se pencha en avant. « Jacques, sais-tu que ton talent est extrêmement rare, peut-être unique ? Des mathématiciens célèbres ne calculent pas aussi vite que toi. »« Je ne connais pas de mathématiciens, Excellence. Je connais seulement les chiffres. Et tu les as utilisés pour défendre les faibles contre les puissants. Rose m'a tout raconté. Comment tu as découvert les vols de Madame Valmont, comment vous avez risqué votre sécurité pour exposer la vérité. » Il se tourna vers Rose. « Tu as été courageuse, jeune fille. Grâce à vous deux, 15 domestiques récupéreront leur argent volé. Ma mère pourra avoir ses médicaments, dit Rose, les larmes aux yeux. Plus que ça, je m'assurerai qu'elle reçoive les meilleurs soins. » Beaufort revint à Jacques. « Mais nous avons un problème plus large. Les banquiers Arnaud, Maréchal et Tessier m'ont contacté. Ils sont préoccupés par ton existence. Ils me demandent de te faire envoyer loin de Nantes, dans une plantation isolée où tu ne pourrais plus nuire point. » La terreur saisit Jacques. « Excellence, je n'ai rien fait de mal. Je ne veux nuire à personne. »« Je sais, mais tu les effraies, parce que tu peux voir à travers leurs manipulations financières. Et des hommes puissants sont dangereux quand ils ont peur. » Beaufort tambourina des doigts sur son bureau. « J'ai une proposition. Une qui protégera et toi et la justice que tu peux servir. »« Laquelle, Excellence ? » ?»« Je vais acheter ta liberté à Valmont. Tu deviendras mon assistant personnel, travaillant pour la préfecture. Tes talents seront utilisés pour inspecter les registres commerciaux, détecter les fraudes fiscales, protéger l'État et les citoyens honnêtes. Tu seras payé, logé et surtout protégé par mon autorité. » Jacques ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Vous allez m'affranchir ? » ?»« Oui, mais il y a des conditions. Tu travailleras uniquement pour moi. Tu ne parleras jamais publiquement de ton don. Et tu accepteras que certains te craindront toujours, que tu devras vivre avec cette peur autour de toi. »« J'accepte, » dit Jacques sans hésitation. « Tout ce que vous demandez. » Les négociations avec Valmont furent difficiles. Le négociant ne voulait pas perdre son prodige. Mais face à l'autorité du préfet et aux amendes qu'il devait déjà payer, il céda finalement pour 1500 livres. Le jour où Jacques reçut ses papiers d'affranchissement, il pleura pour la première fois depuis des années. Des larmes de soulagement, de joie
mais aussi de peur pour l'avenir incertain qui s'ouvrait devant lui. Rose, libérée également pour son courage, devint l'assistante de Beaufort et l'amie proche de Jacques. Ensemble, ils formèrent une équipe inhabituelle. Un ancien esclave prodige et une jeune femme noire libre, travaillant au cœur de l'administration française pour traquer l'injustice. Dies chapitre 5, les années qui suivirent l'affranchissement de Jacques transformèrent non seulement sa vie, mais aussi la façon dont Nantes et toute la région environnante géraient la justice financière et la lutte contre la corruption. Installé dans un petit bureau modeste mais fonctionnel de la préfecture, situé au 2e étage avec une vue sur les quais animés de la Loire, Jacques Beauvais devint progressivement l'arme secrète la plus redoutable du préfet Beaufort contre la fraude commerciale et les malversations qui gangrenaient le monde des affaires. Son travail quotidien était en apparence simple, mais d'une importance vitale pour la justice. Examiner méticuleusement les registres comptables des grandes maisons de commerce, des banques prestigieuses, des manufactures prospères, des amateurs influents. Chercher inlassablement les irrégularités subtiles, les vols soigneusement dissimulés sous des couches de chiffres complexes, les manipulations ingénieuses que les auteurs croyaient indétectables. Et à chaque fois, invariablement, il trouvait. Les chiffres lui parlaient avec une clarté cristalline que personne d'autre ne pouvait percevoir, révélant les secrets financiers que les puissants croyaient enterrés à jamais sous des montagnes de transactions apparemment légitimes. En 3 ans, Jacques avait exposé 23 cas majeurs de fraude. Des négociants qui sous-déclaraient leurs revenus pour éviter les taxes. Des banquiers qui détournaient les dépôts de leurs clients. Des amateurs qui falsifiaient les manifestes de cargaison. Chaque découverte de Jacques rapportait des milliers de livres au trésor public et protégeait des centaines de citoyens honnêtes. Ces méthodes devinrent légendaires parmi les inspecteurs. Ils pouvaient examiner un registre de 500 pages et identifier en quelques heures toutes les anomalies que les comptables professionnels auraient mis des semaines à peut-être détecter. Mais cette réussite spectaculaire avait un prix personnel très lourd. Les 3 banquiers qu'il avait craints dès le début, Arnaud, Maréchal et Tessier, étaient devenus ses ennemis implacables et acharnés. Ils ne pouvaient pas le toucher directement tant qu'il restait sous la protection officielle du préfet Beaufort, mais ils complotaient constamment dans l'ombre pour le discréditer, pour semer le doute sur son intégrité, pour détruire sa réputation naissante. Un matin de printemps 1804, 3 ans jour pour jour après son affranchissement officiel, ces 3 hommes vinrent voir le préfet avec une accusation particulièrement grave et calculée. Ils avaient préparé leur attaque minutieusement, rassemblant des témoignages de marchands mécontents, des preuves d'un supposé acharnement de Jacques contre certaines maisons de commerce. « Excellence !» commença Arnaud d'une voix doucereuse et faussement respectueuse. « Nous venons vers vous non pas en ennemi, mais en homme préoccupé par la justice et l'équité. Nous respectons profondément votre autorité et votre jugement, mais nous avons le devoir de vous avertir d'un danger que vous ne semblez pas voir. Ce Jacques est devenu dangereux. Il utilise son influence considérable sur vous pour détruire des hommes d'affaires parfaitement honnêtes, motivés par la jalousie, le ressentiment et peut-être même la vengeance personnelle contre ceux qui représentent le monde qu'il a autrefois opprimé. » « Ces accusations sont ridicules et insultantes, » répliqua Beaufort d'une voix sèche et coupante, ses yeux se rétrécissant avec méfiance. « Jacques ne détecte que les fraudes réelles et documentées. J'ai personnellement vérifié chacune de ces découvertes avec une rigueur absolue. Pas une seule ne s'est révélée fausse ou exagérée. » « Mais, Excellence, » intervint Maréchal en se penchant en avant avec une expression de fausse inquiétude, « comment pouvez-vous être absolument certain qu'il ne plante pas lui-même des erreurs subtiles dans les registres qu'il examine? Pensez-y, un ancien esclave qui comprend les chiffres mieux que quiconque pourrait facilement manipuler les documents avec une habileté diabolique, créant de fausses preuves pour faire accuser injustement ses anciens maîtres ou ceux qu'il perçoit comme des ennemis. Qui vérifierait son travail si même vous, Excellence, ne pouvez pas suivre ses raisonnements mathématiques? Vous l'accusez formellement de falsification de documents officiels. » La voix de Beaufort était maintenant glaciale, dangereuse. « Nous ne l'accusons pas directement, » rectifia Tessier avec prudence, sachant qu'une accusation sans preuve pourrait se retourner contre eux. « Nous disons simplement qu'un homme possédant autant de pouvoir sans supervision adéquate devrait être surveillé avec la plus grande attention. Surtout quand cet homme, aussi brillant soit-il, a des raisons personnelles évidentes de nous en vouloir pour avoir tenté autrefois de le contrôler ou de le faire disparaître. La vengeance est un mobile puissant. Excellence, même pour un ancien esclave devenu inspecteur. » Beaufort les regarda longuement en silence, ses mains croisées sur son bureau, évaluant leur motivation réelle derrière leur protestation hypocrite de préoccupation pour la justice. « Messieurs, je comprends votre inquiétude, mais permettez-moi d'être parfaitement clair. Votre préoccupation vient de la peur et du ressentiment, pas de faits vérifiables ou de preuves concrètes. Jacques Beauvais a exposé plus de 20 cas de fraude majeure en 3 ans de travail acharné. Pas une seule de ces découvertes n'a été invalidée par des vérifications indépendantes.
Pas une seule personne injustement accusée. Pas une seule erreur significative dans ses calculs ou ses conclusions. Maintenant, si vous avez des preuves concrètes et documentées de malversation de sa part, présentez-les immédiatement et je les examinerai avec toute la rigueur requise. Sinon, cette conversation est définitivement terminée. Mais le doute avait été planté, comme un poison subtil infiltrant lentement l'esprit. Même Beaufort, qui faisait entièrement confiance à Jacques, commença malgré lui à observer son protégé plus attentivement, vérifiant et revérifiant son travail avec une rigueur accrue. Il ne le faisait pas par méfiance réelle, mais par nécessité politique. Il devait être capable de répondre à toute accusation future avec des preuves irréfutables de l'intégrité de Jacques. Jacques sentait ce changement subtil dans l'atmosphère et en souffrait profondément. Après avoir passé toute sa vie à être sous-estimé, méprisé, considéré comme inférieur à cause de sa couleur de peau et de son ancien statut d'esclave, être maintenant suspecté de malhonnêteté était peut-être encore plus douloureux. C'était une trahison différente, plus insidieuse, qui attaquait non pas son intelligence mais son caractère moral. Rose, qui travaillait toujours à la préfecture comme assistante administrative et était devenue au fil des années la confidente la plus proche de Jacques, le trouva un soir effondré dans son bureau obscur, seul, les mains tremblantes posées sur un registre qui ne parvenait plus à lire à travers ses larmes de frustration. « Ils vont me détruire », murmura-t-il d'une voix brisée. « D'une façon ou d'une autre, ils trouveront un moyen. Même libre, même respecté, je ne peux pas échapper à ce que je suis aux yeux de certains. Un homme noir avec trop de pouvoir, trop d'influence, trop de capacité à voir à travers leurs mensonges. Ça effraie tout le monde. Et ce qui effraie les puissants finit toujours par être détruit. Pas tout le monde, dit Rose fermement en s'asseyant à côté de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. Pas moi, pas le préfet Beaufort, pas les centaines de personnes ordinaires que tu as aidées à récupérer leur argent durement gagné et volé par des hommes sans scrupules, pas les familles que tu as sauvées de la ruine. Mais ce sont les faibles, Rose, ceux qui n'ont pas de pouvoir, les puissants, ceux qui contrôlent vraiment cette ville, cette région, ils ne me pardonneront jamais d'exister, de prospérer, de les exposer. Je suis leur cauchemar vivant, la preuve que tout leur système de hiérarchie basé sur la naissance et la couleur de peau est une fiction mensongère. Alors prouve-leur qu'ils ont tort de te craindre. Ou mieux encore, prouve que ton don extraordinaire sert uniquement la justice pure, pas la vengeance personnelle ou le ressentiment. Continue à faire ce que tu fais mieux que quiconque, révéler la vérité cachée dans les chiffres. L'opportunité de prouver définitivement son intégrité vint plus vite que prévu, de façon dramatique et inattendue. Une semaine après la visite menaçante des 3 banquiers, un scandale énorme éclata qui secoua tout Nantes. La Banque commerciale de l'Atlantique, l'une des institutions financières les plus prestigieuses et apparemment les plus solides de la ville, dirigée depuis 15 ans par nul autre que Christophe Arnault lui-même, était au bord de la faillite catastrophique. Des milliers de déposants, des familles entières, des commerçants, des artisans risquaient de perdre toutes leurs économies, parfois le travail de toute une vie. Arnault, convoqué d'urgence par les autorités municipales, prétendait avec véhémence que cette situation désastreuse était due uniquement à des facteurs externes. La guerre qui perturbait le commerce international, les perturbations commerciales causées par le blocus britannique, les investissements malchanceux mais faits de bonne foi, une série de circonstances malheureuses totalement hors de son contrôle. Il se présentait comme une victime, un homme honorable détruit par la fatalité. Mais le préfet Beaufort, devenu naturellement soupçonneux après des années d'expérience avec les mensonges des puissants, demanda immédiatement à Jacques d'examiner tout le registre de la banque avec la plus grande attention. « Je veux savoir la vérité, dit-il à Jacques en privé. Toute la vérité, quelle qu'elle soit. Si Arnault est innocent et vraiment victime de circonstances, nous le confirmerons. Mais si quelque chose d'autre se cache là-dessous... » Ce que Jacques découvrit au cours de 2 semaines d'examen intensif et minutieux était bien pire que n'importe quelle fraude ordinaire qu'il avait exposée auparavant. C'était un système élaboré de vol institutionnel qui avait duré des années. Arnault avait systématiquement et méthodiquement volé les dépôts de ses propres clients pendant plus de 10 ans, détournant l'argent pour l'investir dans des spéculations risquées et des entreprises personnelles. Quand ces investissements imprudents avaient inévitablement échoué, entraînant des pertes massives, il avait tenté désespérément de couvrir le trou béant dans les finances de la banque en falsifiant les registres avec une complexité diabolique. Jacques traça chaque livre détourné, chaque transaction fictive, chaque faux compte créé pour dissimuler les vols. Il reconstitua 10 ans d'opérations criminelles avec une précision implacable, créant un dossier si détaillé, si irréfutable, que même le meilleur avocat ne pourrait pas le contester.
Excellence, expliqua Jacques au préfet Beaufort lors d'une présentation formelle qui dura 3 heures, étalant des dizaines de pages de prose annotées sur le grand bureau. Arnaud a volé environ 214 000 livres sur 10 ans. Un montant astronomique. Il a créé 37 comptes fictifs pour dissimuler les détournements. Il a manipulé systématiquement tous les bilans annuels présentés aux autorités. Il a menti de façon répétée et sophistiquée aux inspecteurs officiels. La Banque commerciale de l'Atlantique n'est absolument pas victime de malchance ou de circonstances économiques défavorables. Elle est uniquement et directement victime de la cupidité criminelle et de la malhonnêteté systématique de son propre directeur. Beaufort examina pendant des jours les preuves exhaustives que Jacques avait méticuleusement compilées, vérifiant chaque détail avec l'aide de 3 comptables indépendants. Les preuves étaient absolument irréfutables, d'une clarté accablante. Arnaud fut arrêté publiquement dans une scène humiliante sur les quais, devant des dizaines de témoins, puis jugé lors d'un procès retentissant qui captiva toute la ville pendant 3 semaines. Le témoignage de Jacques fut le moment culminant du procès. Pendant 4 heures, il expliqua calmement, méthodiquement, sans émotion excessive, comment il avait tracé chaque vol, identifié chaque falsification, reconstitué le système criminel entier. L'avocat d'Arnaud tenta désespérément de le discréditer, l'accusant de jalousie raciale, de vengeance d'ancien esclave, de manipulation des preuves. Mais Jacques répondit à chaque accusation avec des faits incontestables, des calculs vérifiables, une logique imparable. « Monsieur l'avocat, dit-il à un moment particulièrement tendu, vous suggérez que j'ai falsifié ces preuves par vengeance personnelle. Permettez-moi de vous poser une question simple. Si j'avais voulu me venger de monsieur Arnaud, pourquoi aurais-je attendu 3 ans? Pourquoi aurais-je exposé 23 autres cas de fraude impliquant des gens qui ne m'ont jamais fait de mal? La réponse est simple, je ne cherche pas la vengeance. Je cherche la vérité. Et la vérité, monsieur, se trouve dans les chiffres. Les chiffres ne mentent jamais, ne trahissent jamais, ne sont jamais motivés par l'émotion. Ils sont. C'est tout. Et il raconte ici une histoire de vol systématique qui a ruiné des centaines de familles innocentes. Arnaud fut finalement condamné à 20 ans de travaux forcés, la peine maximale possible. Tous ses biens personnels furent confisqués et vendus. Les déposants réussirent à récupérer environ 60% de leurs économies grâce à la liquidation des actifs. Ce n'était pas une justice parfaite, mais c'était mieux que la ruine totale qui les attendait. Et quelque chose de remarquable et profondément significatif se produisit dans les semaines qui suivirent le verdict. Les gens ordinaires de Nantes, ceux qui travaillaient dur pour gagner leur vie, commencèrent à voir Jacques complètement différemment. Non plus comme un phénomène étrange et effrayant, non plus comme une curiosité mathématique, non plus comme un ancien esclave qui avait eu de la chance, mais comme un véritable protecteur des faibles contre les puissants corrompus. Des artisans l'arrêtaient dans la rue pour le remercier. Des commerçants lui offraient des marchandises gratuitement. Des mères lui montraient leurs enfants et leur disaient « Regarde cet homme !» Il prouve que l'intelligence et le courage peuvent vaincre l'injustice. Maréchal et Tessier, les 2 banquiers survivants du trio qui avaient voulu détruire Jacques, témoins terrifiés de la chute spectaculaire de leur associé Arnaud et comprenant que leur tour pourrait venir, vinrent voir Jacques en privé quelques semaines après le procès. Ils le trouvèrent dans son bureau, travaillant tard le soir comme à son habitude. « Beauvais » commença Maréchal avec difficulté, visiblement mal à l'aise, incapable de regarder Jacques dans les yeux. « Nous devons vous parler. En privé, sans témoin. » Jacques les regarda calmement, sans peur ni hostilité apparente. « Vous voulez vous assurer que je n'examine pas vos propres registres. C'est cela? Vous voulez savoir si je cherche à vous détruire aussi. » « Nous voulons nous excuser, dit Tessier d'une voix tremblante. Sincèrement, profondément, nous avons eu terriblement tort. Nous t'avons craint, menacé, tenté de faire taire uniquement parce que tu représentais un changement fondamental que nous refusions d'accepter. L'idée qu'un homme noir, un ancien esclave, pouvait être plus intelligent, plus intègre, plus précieux pour la société que nous qui sommes nés dans le privilège, c'était insupportable pour notre orgueil démesuré. Nous voyons maintenant, continua Maréchal, que notre peur venait de notre propre malhonnêteté. Nous craignons que tu nous exposes non pas parce que tu es dangereux, mais parce que nous savions au fond de nous que nos propres affaires ne supporteraient pas un examen rigoureux. Arnaud a simplement eu le malheur d'être exposé le premier. Mais nous aurions pu être à sa place. Acceptes-tu nos excuses? Demanda Tessier. Nous ne demandons pas ton pardon, car nous ne le méritons pas. Mais nous voulons que tu saches que nous avons changé. Nous allons nettoyer nos propres maisons, corriger nos propres erreurs, vivre honnêtement à partir de maintenant. Jacques les regarda longuement, pesant leurs paroles, cherchant la sincérité dans leurs yeux. Finalement, il dit « Je ne peux pas oublier facilement que vous vouliez me faire disparaître, comme vous l'avez dit il y a des années.
que vous étiez prêt à me tuer pour protéger vos secrets. Ce souvenir restera toujours avec moi. Mais je peux choisir consciemment de ne pas chercher vengeance, de ne pas utiliser mon don pour vous détruire par pure malice. Si vous vivez honnêtement à partir de maintenant, si vos registres sont propres, vous n'avez rien à craindre de moi. C'est la seule chose que je demande, l'honnêteté. Pas la perfection, car personne n'est parfait, mais l'honnêteté fondamentale dans vos affaires. Les deux banquiers partirent visiblement soulagés, et à la connaissance de Jacques, ils tinrent leur promesse. Leur banque n'apparut plus jamais dans les enquêtes pour fraude. Les années continuèrent à passer, amenant avec elles des changements profonds dans la vie de Jacques et dans la société qui l'entourait. Jacques continua son travail d'inspecteur avec une énergie inépuisable, devenant progressivement une figure respectée et même admirée, malgré les préjugés raciaux qui persistaient tenacement dans de nombreux milieux. Il forma patiemment d'autres inspecteurs, leur enseignant ses méthodes de détection de fraude, leur transmettant non seulement des techniques mathématiques, mais aussi une philosophie. Que la justice devait être aveugle à la richesse et au statut social, que les puissants devaient être surveillés encore plus attentivement que les faibles car ils avaient plus d'opportunités de nuire. Il utilisa systématiquement une partie importante de son salaire pour soutenir Rose dans l'ouverture d'une école pour enfants noirs et pauvres, située dans un vieux bâtiment rénové près des quais. L'école enseignait non seulement à lire et écrire, mais aussi les mathématiques fondamentales, les sciences naturelles, l'histoire. Jacques y donnait des cours gratuits 2 fois par semaine, partageant sa passion pour les nombres avec des enfants qui, autrement, n'auraient jamais eu accès à une telle éducation. À 20 ans, après des années de cours discrètes et patientes, Jacques épousa Claire Moreau, une jeune femme noire libre de 22 ans, fille d'un tailleur prospère, intelligente et courageuse qui n'avait pas peur de défier les conventions sociales en épousant un ancien esclave. Leur mariage fut célébré dans une petite église, avec Rose comme témoin et le préfet Beaufort honorant la cérémonie de sa présence, envoyant un message puissant à toute la ville. Ensemble, Jacques et Claire eurent 3 enfants magnifiques qu'ils élevèrent dans la liberté totale, l'éducation complète et la conscience aiguë de leur histoire familiale. Leur fils aîné, nommé Beaufort en honneur du préfet qui avait changé la vie de son père, devint médecin. Leur fille, Louise, devint enseignante, perpétuant l'héritage de l'école fondée par Rose et Jacques. Leur plus jeune fils, Thomas, devint avocat, défendant gratuitement les accusés pauvres qui ne pouvaient pas se payer de représentation légale. Jacques ne devint jamais riche selon les standards des banquiers et négociants de Nantes, mais il vécut confortablement, respectablement, entouré de l'amour de sa famille et du respect de sa communauté. Il ne fut jamais célèbre au-delà de la région, jamais reconnu par l'Académie des sciences ou les institutions prestigieuses de Paris qui restaient fermées aux hommes de sa couleur. Mais il vécut une vie de dignité profonde, de sens authentique, sachant que son travail avait protégé des milliers de personnes innocentes et contribué à rendre la société légèrement plus juste. Vers la fin de sa longue vie, en 1861, alors que Jacques avait 70 ans et que la France changeait rapidement autour de lui, un jeune journaliste progressiste vint l'interviewer pour un article sur les pionniers de la justice sociale à Nantes. « Monsieur Beauvais, demanda le journaliste avec respect, vous avez vécu une vie extraordinaire. Comment voulez-vous être souvenu par les générations futures ?» Jacques, ses cheveux maintenant complètement blancs mais ses yeux toujours vifs et pénétrants, réfléchit longuement à cette question, regardant par la fenêtre les quais qu'il connaissait depuis son enfance. Finalement, il dit d'une voix calme et ferme, « Je veux qu'on se souvienne que même dans les chaînes les plus lourdes de l'esclavage, l'esprit humain peut briller avec une lumière inextinguible. Que le don mathématique que j'ai reçu n'était pas quelque chose de magique, de surnaturel ou de divin, mais simplement quelque chose de profondément humain. Que nous portons tous en nous des talents uniques qui attendent seulement la liberté et l'opportunité de s'épanouir. Je veux qu'on se souvienne que ce qui effraie vraiment les puissants corrompus n'est pas notre intelligence en elle-même, mais leur terreur paralysante que nous l'utilisions pour exposer leurs mensonges, pour révéler leurs vols, pour défier leur pouvoir illégitime. » Il continua, sa voix se renforçant avec la passion qui l'avait animé toute sa vie. « Je veux qu'on se souvienne que les chiffres, comme la vérité elle-même, ne mentent jamais, ne peuvent pas être corrompus, restent fidèles à leur nature fondamentale. Et qu'un enfant esclave qui savait calculer, qu'on voulait faire taire et même éliminer, est devenu un homme libre qui savait voir à travers les illusions, qui utilisait son don non pour se venger mais pour servir la justice. Je veux qu'on se souvienne que le changement social véritable ne vient pas toujours des palais et des académies, mais parfois des greniers et des quartiers pauvres, portés par ceux que la société avait décidé de rendre invisibles. » Le journaliste nota soigneusement chaque mot, visiblement ému. L'article qu'il publia quelques semaines plus tard contribua à préserver l'histoire de Jacques pour les générations futures. Jacques Beauvais mourut paisiblement dans son sommeil 2 ans plus tard, en 1863, à l'âge de 72 ans, entouré de sa femme Claire qu'il avait accompagnée pendant 43 ans, de ses 3 enfants maintenant.
adulte et accompli, et de sept petits enfants qui représentaient l'avenir qu'il avait contribué à construire. Ces derniers mots, murmurés à Claire alors que sa respiration devenait laborieuse, furent simples mais puissants. Nous avons prouvé qu'ils avaient tort. Nous avons vécu libres et dignes. C'était suffisant. L'école qu'il avait aidé Rose à fonder continua à fonctionner pendant plus d'un siècle, éduquant des générations entières d'enfants qui autrement auraient été condamnés à l'ignorance et à la pauvreté. En 1920, elle fut officiellement rebaptisée École Jacques Beauvais en son honneur. Et son histoire personnelle resta vivante comme un testament puissant et inspirant, que le génie mathématique peut naître n'importe où, sans égard à la couleur de peau ou aux circonstances de naissance, que la justice peut être servie même par ceux que la société considère comme les plus humbles et les plus insignifiants, et que ceux qui ont peur de l'intelligence et de l'intégrité des autres révèlent surtout leur propre petitesse morale et leur propre corruption. Des décennies après sa mort, son histoire continua à être racontée dans les familles noires de Nantes et de toute la région, transmise comme un trésor précieux de génération en génération, enseignée dans les écoles comme un exemple de courage et de persévérance, cité par les activistes luttant pour l'égalité et la justice. Jacques Beauvais, l'enfant esclave que les banquiers craignaient, était devenu un symbole immortel de la résistance silencieuse de l'intelligence contre l'oppression, de la victoire patiente de la vérité contre le mensonge et de la dignité indestructible de l'esprit humain face à toutes les chaînes que la société peut tenter d'imposer. Et ainsi se termine une autre histoire d'époque passée. Abonnez-vous à la chaîne et suivez de nouvelles histoires qui émeuvent, inspirent et transforment.